Hello, welcome to Scholars Hub at Home. Bonjour et bienvenue. I'm Melanie McLean with the Alumni Engagement Team at York University. Thank you for joining us today for Black Feminism, Critical Thinking from a Cameroonian Perspective. As we are not all gathered in the same space, I recognize that the following land acknowledgement might not be for the territory that you're currently on. If this is the case, please take the responsibility to acknowledge the traditional territory you're on and the current treaty holders. The website nativeland.ca is a good resource for this. As a member of the York community, I recognize that many Indigenous nations have long-standing relationships with the territories upon which York University's campuses are located that precede the establishment of York University. York University acknowledges its presence on the traditional territory of many Indigenous nations. The area known as Takaranto has been caretaken by the Anishinaabe Nation, Haudenosaunee Confederacy, and Huron-Wendat. This territory is subject of the Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement to peaceably share and care for the Great Lakes region. Now, for today's lecture, there will be simultaneous interpretation in French and English. So if you click on the globe icon at the bottom of your screen, you can choose the language of your preference. We have been delighted to partner with Glendon College to deliver this two-part series within the Scholars Hub at Home series, a welcomed opportunity for collaboration and knowledge sharing. And today's session is the final part in that series. And as returning attendees know, we like to get to know our audience a bit better with a quick poll before each lecture. So today's question will pop up on your screen, and it is, how would you rate your knowledge regarding the topic of today's presentation? We'll give you a second to answer that poll question. Wonderful, thanks, great everybody. Thank you for participating. It's helpful for us and it's helpful for our speakers to have an idea about who's in our audience and the knowledge you have about the topic of today's discussion. If you need help with the Zoom webinar, oh, there we go. There's the results. If you need help with the Zoom webinar, feel free to click on the Q&A button at the bottom of your screen and enter your question. Our team is here to help, and that same button can be used to submit questions to our guest speakers to be answered during the Q&A following today's presentation. And for those of you watching on live on Facebook, feel free to submit any questions or comments through the comment section, and the team will send them our way as well. Please note that all your questions and comments are visible to our panelists and staff working behind the scenes, so we ask that you keep your comments relevant and respectful. I would now like to welcome the host of today's lecture, Associate Principal at Glendon, Audrey PA. We're pleased that you can join us today as the host. Welcome, Audrey. You can turn on your screen now. Yes, thank you. I'll be back at the end of the session. Anine, Bouzou, bonjour, hello everyone, and miigwech for this introduction. Welcome to this Scholars Hub presentation coming straight from Glendon, the original campus of York at Bayview and Lawrence. Our small, green and charming campus is home to a wide range of excellent programs from history to biology and business. Our focus on global engagement is evident in our courses and on our campus life. Whether they choose to study the arts or science or business, the students gain the skills needed to work towards equity across cultures and borders to achieve positive social impact. Glendon recruits students from around the world to bring a wide range of backgrounds, perspectives, and ideas. It also offers a welcoming and supportive space to live and learn in a linguistically diverse and immersive environment. Chaque étudiant de Glendon dispose du soutien nécessaire pour renforcer ses compétences linguistiques et culturelles, tout en développant son empathie et ses compétences interculturelles. My wonderful colleague, Rose Ndengue, professor in the Department of History at Glendon since 2021, my department, represents many of Glendon's values through her journey, her work as an activist and an academic. At just 15 years old, she left a native Cameroon for France, where she would spend 23 years of her life. There, she earned a master's degree in political sociology from the Institut d'études politiques de Lyon and a PhD in African history from the Université Paris Diderot.
Professeur Ndengue est spécialiste des approches féministes postcoloniales et décoloniales. Son travail analyse les mobilisations féminines et féministes des femmes noires en Afrique et dans la diaspora. She is the author of several publications, among them La citoyenneté au Cameroun au tournant des années 1940 et 50, une fiction au cœur d'imaginaire en tension, published in the revue Outre-mer in 2019. Another article, les féministes des marges peuvent-elles parler? Retour sur un échec académique et ses implications épistémologiques et politiques. This article was published in Genre, Sexuality and Society in 2019. Professor Ndengue is a gift to Glendon and York, and her enthusiasm and passion for the subject of her work makes us better. She helps us decolonize knowledge by decentering it from white Euro-normative perspectives and encourages us to lead with anti-racist policies to focus on decolonization, equity, diversity, and inclusion in all of our approaches for our work on campus. Today, Professor Ndengue's talk is entitled Black Feminism, Critical Thinking from a Cameroonian Perspective, Féministe noire, la perspective critique d'une Camerounaise. Ma chère Rose, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de faire cette présentation. So I will do my presentation in English, and then the question I will answer the question in French. I'm French speaking, but I prepare my presentation in English. So I will share my screen so that you can follow my thought. Okay. Does anybody see my screen? Yes. Vous voyez mon écran? Okay. Okay. It's working. Okay, cool. Okay. So I will start. So to introduce my my presentation, I will stress something which is really kind of regular thinking, that the African American women are the main or the only subject of Black feminism. This statement is a result of the hegemonic position of United States in what Patricia L. Collins coined as, I said, the matrix of domination on transnational scale. In this matrix of domination, African American women are considered as the main subject of Black feminism. And this situation, coupled with the enthusiasm with both Afro-European feminist activists and a portion of Western scholars for the conceptual framework developed by USA Black female thinker, reinforces the provincialization of the experience of Black women in Africa. It thus draws a line in the field of Black feminisms that we can say unconsciously generates what Ramon Grofogel called an internal coloniality in the geographies of critical thinking. Thus, my approach is in this presentation aims to overcome all these epistemological divides by documenting Cameroonian women's experiences and activism. This presentation is an excerpt of a forthcoming paper, and it follows my current thought and ideas for my book project. I am examining here the reorganization of Democratic Union of Cameroonian Women, UDEFEC, the Cameroonian nationalist women movement operating primarily in French-ruled Cameroon in specific rural area called Babimbi. So here is Babimbi. I don't know if you see it well. So Babimbi is a small rural area, landlocked administrative district in French Southern Cameroon. And by focusing on this rural area, I am taking seriously non-Western indigenous history and epistemologies and bring to light the experiences and voices of rural African women who are widely invisible in hegemonic spaces of knowledge production and validation.
Doing so, I acknowledge that Black women are building their social and political liberation tools within a rich and complex cartography of context. While the nationalist movement was banned by the colonial authorities and forces into underground from July 1955, these women organized the resistance in what we call the Maquis. The movement withdrew into the countryside and its dense vegetation in order to secretly restructure its sections. Female activists challenged both racialized, gendered, and classist ideologies of colonial domination and prevailing patterns of patriarchy in their own societies. Although they have never claimed to be feminists, these activists are part of both Black and decolonial feminism in their struggle for Black liberation and social justice. Their militancy provides a framework that informs how Black feminist thought unfolds within the Cameroonian nationalist movement. My analysis relies on nationalist archives that trace their political activities during the last half of 1956. This handwritten document, you can have an excerpt here, are written in French and Bassa. This one you're looking at, it's written in Bassa. Bassa is the local language spoken in the Babimbi region. It's not my language, so I don't know what is written here. But I asked a friend of mine to translate me some of the archives. And these archives show that these activists regularly organize meetings in which they experiment with a critical nationalist project based on a critical discourse and emancipatory practices. Using local social codes, they question the coloniality of gender and power within the French imperial space. So my presentation, I will stress 2 points on my presentation. The first one is how these activists use intersectionality as a liberatory practice. So following up Maria Legonès' contribution to Quijano theory of coloniality of power, Brenny Mendoza argues that gender coloniality is a theoretical framework that enables us to think about the intertwining of gender, race, and class in citizenship shaping. This perspective enables us to grasp the stake of UDEFEC's activism in the 1950s colonial context in Cameroon. Citizenship at that time, and in this place, was a privilege granted to a tiny minority of Africans supposedly endowed with specific social qualifications. This meant that the vast majority of the population was not entitled to citizenship. And Babimbi is a district excluded from the mainstream economy and lacked schools and medical facilities. The overwhelming majority of its inhabitants thus are illiterate peasants. This in a colonial context where the citizenship is strongly correlated to having social resources such as literacy and or employment, or to being a colonial administration auxiliary. Babimbi activists promoted an understanding of political participation and leadership that was not correlated with the possession of social resources related to age or social status. These women mobilized as a broad spectrum of the rural population relegated to the margin of colonial modernity. Unlike official text and colonial practices, they recognize a form of political adulthood for a wide range of women. The census list of local committee members show that the vast majority of activists are listed as farmers. As you can see here, they say cultivatrice, and then the vast majority of these militant were farmers.
Very few are listed as schoolgirls, housewife, or seamstress, which refer to category found in colonial documents and often used by the actors. And this category suggests that women had access, albeit briefly, to Western education. Moreover, the legal age, even though the legal age for voting was set at 25, UDEFEC's subversive and intersectional approach is confirmed by the add of activists on the list, which ranges from 10 to 80. The organization does promote intergenerational political activism, which recognizes that even the youngest are politically entitled. We can notice the same dynamics in the composition of the executive body of some committees. Its members are of various ages and belong to different social backgrounds: women, farmer, tailor, housewife. Here we can see on this archive that we have militant from 19 for 15 for 50, 12 years old, and in the following you have the same pattern. And what is also interesting is the way they organize the executive of the section where they try to mix young and less young women. UDEFEC is developing a margin-focused approach of political participation that deals with local socioeconomic realities affecting people. For example, for those experiencing financial hardship, the organization leaders have undertaken initiatives to reduce the cost of member fees for the nationalist movement bodies. UDEFEC activists have developed a subversive and intersectional conception of public space and citizenship that seeks to overcome the subordination to the colonial gender modern system. What I call the colonial gender modern system is what translates the European bourgeois ideology based on a political theory where the public-private dichotomy is used to exclude women from public affairs and articulates this ideology with racism. At meetings, activists encourage women in rural areas to participate actively in the nationalist struggle and engage in the political issue at stake, such as achieving independence and reunification. What you have to know is like Cameroon has been ruled by French and British colonial authority, and when they are referring to reunification here is to reunificate the English-speaking part with the French-speaking part. They point out that the creation of an autonomous nationalist women's organization emerged from conversation resulting from activist nationalist circulations at the international level, and that it fulfilled the need to enhance the anti-colonialist struggle scene by broadening the number of voices that carry its message. Emphasizing women's important contribution to the nationalist movement entailed considering them as key stakeholders in this struggle. Now we are going to examine the second point of my presentation, which is linked to the critical practices and theory as tools for rural empowerment and self-governance. During the meetings, deliberating is at the core. During this session, the speakers ask the audience to observe the threefold principle: listening, debating, and voting. They recommend attentive listening by adopting postures of silence and calm, which are prerequisite for debating. The nationalist underground public sphere is a dynamic space of deliberation, as decisions are regularly reviewed and adopted by majority vote. As part of an empowering discipline, debating enables participants to be political subjects. In this perspective, the vote done by raising hands plays an important role. Minutes of the meeting
show frequent use of this mechanism, which serves two main purposes. Firstly, it's used to appoint the leader. Secondly, it helps resolve issues discussed at the meeting, particularly those related to the organization of the movement units. For example, the creation of new local committees is discussed between leaders and activists. Thus, nationalist approaches are drawing the outlines of a political and ethical community based on people's sovereignty. UDEFEC's experience in the Babimbi district shows an approach in which leaders and activists are striving to create a public space ruled by equality among its members and within which sovereignty theory and practices are closely linked. Grassroots activists scrutinize the work of their committee leader and revoke them when they fail, as shown by the dispute between Marin Jong, a provisionally elected president of the local committee of UDEFEC in Kitgum, and the militant of this unit. The activists decided to dismiss her for two reasons: misappropriation of contributions and refusal to explain. The ideal of democracy embraced by Babimbi UDEFEC activists is a deliberative democracy articulating deliberation, reciprocity, publicity, and accountability. In doing so, they demonstrate that Western society are not the only ones to have democratic public spheres organized around deliberation and check and balances. In the context of the colonial authorities' effort to undermine the nationalist movement, the nationalist counterspace is conceived as an instrument for national defense and protection. In activist speeches, colonization is equated with, I quote, unbalance, disorder, and chaos. The economic, social, and health colonial policies were perceived as evil. In this perspective, the nationalist approach is presented as an imperative process of social restoration. I quote, a healing initiative that aims to free the country that is groaning under the colonial burden, and that will help ensure that every Cameroonian woman is happy. During a meeting, Agnès and Lebe, UDEFEC activists, indicate that they hope, I quote, they hope that Cameroonian women will be happy when their land is in their hands. So to conclude, according to Babimbi UDEFEC activists, dismantling colonialism implies a blend of anti-colonial, anti-racist, anti-classist, anti-patriarchal, and democratic views. Analyzing their action and discourse reveals the form of expression of Black feminism based on an African self-narrative as a part of the global dynamics of Black liberation. Thank you. Bonjour. Merci beaucoup, Rose, pour cette très bonne présentation. Désolée, j'avais l'interprétation qui me parlait en même temps, je l'éteins. Et donc, on va passer aux questions, à la portion de la présentation où on répond à des questions. Je vais peut-être commencer avec une de mes questions. C'est un sujet, l'histoire du Cameroun est un sujet que je ne connais que très peu, et donc je découvre avec ma collègue Rose dans mon département et à Glendon. I think I'm going to ask a question in English and then you can answer in French. So Cameroon, colonial Cameroon, was partially
occupied by French and partially occupied by the British. And so when we bring together women within the nationalist movement, and we have different languages also that are being spoken. You showed us a document with one language that you didn't understand. How do we bring people together to create a movement? How do we bring women together to build this movement? I'm still trying to wrap my head around the details, the logistics, and the identity of everyone to bring together this movement. Rose, t'es en sourdine. Oh, sorry. I will answer in French. Alors, ce qu'il faut comprendre du Cameroun à cette époque-là, c'est que parmi les leaders nationalistes masculins, la plupart parlaient plusieurs langues locales, ce qui leur permettait de communiquer avec différents groupes socioculturels. Et souvent, certains ont, parce qu'il y a aussi une question de conjugalité dans l'engagement politique nationaliste, et souvent certains ont épousé des femmes de groupes socioculturels différents. Donc, ce qui permet déjà de créer des ponts. Et puis, l'autre dynamique, c'était que dans chaque groupe socioculturel, en fait, les femmes se mobilisaient dans leur groupe socioculturel, mais en ayant cet imaginaire du Cameroun comme un ensemble unifié, mais qui respecte les différences. D'ailleurs, c'était un des mottos du mouvement nationaliste, c'était le Cameroun comme une entité, mais dans le respect des différences des groupes socioculturels, et notamment, par exemple, sur la question des langues, ils n'étaient pas nécessairement pour qu'on abandonne l'anglais ou le français, mais pour que en fait, les langues puissent compter, que ça puisse être des langues véhiculaires, mais qu'on puisse aussi parler le maximum de langues possibles en tant que Camerounaises et Camerounais. Donc, c'est ça qui permettait en fait de créer ce lien et cet imaginaire-là, parce qu'il et elle luttaient pour le même objectif, qui était d'avoir un Cameroun unifié. Et pour la question justement de la double co-tutelle, parce qu'en fait, ça a été géré comme une colonie, mais c'était un territoire international sous tutelle franco-britannique, parce qu'au départ, ça a été un protectorat allemand. Donc, ce que les nationalistes demandaient, c'était de retrouver les frontières du Cameroun laissées par le protectorat allemand de 1884 à 1900, on va dire 16-17, au moment où l'Allemagne commence à perdre la Première Guerre mondiale, parce que c'est comme ça que les autorités coloniales britanniques et françaises récupèrent le Cameroun, comme le Togo, etc. Donc, leur demande, c'est de réunifier le Cameroun et de respecter, en fait, la diversité socioculturelle et linguistique du pays. Merci, Rose. Je regarde s'il y a des questions, s'il y a d'autres questions. Je vais continuer parce qu'il y a des choses qui m'ont fascinée quand j'ai vu ta présentation, notamment les documents, les sources primaires que tu utilisais. Je pense que j'ai été fascinée par cet activisme politique intergénérationnel. Intergénérationnel, rural, je pense que tu te concentres sur le milieu rural. J'ai des questions sur le milieu urbain et comment est-ce qu'on amène les milieux urbains et les femmes des milieux urbains et des milieux ruraux. Mais cet activisme politique intergénérationnel et de femmes de différents milieux socioculturels, ça me semble fascinant, notamment qu'il y ait des femmes, des jeunes filles, en fait, presque à 12 ans, 10 ans, et des femmes de 50 ans et plus qui se retrouvent ensemble. Est-ce que, en fait, on peut identifier ça comme des liens, il y a des liens familiaux entre ces femmes? Est-ce que comment est-ce qu'en fait on recrute? Comment est-ce que ces jeunes filles, plus particulièrement, en fait, arrivent à s'engager dans cet activisme? Même peut-être sans avoir de liens familiaux, ou est-ce que le lien familial est nécessaire? Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'engagement nationaliste, c'est que c'est un engagement qui est, comme je disais, qui est conjugal, mais qui est aussi très familial, parce que l'idée, c'était vraiment à cette époque-là de libérer le pays du colonialisme. Et là,
dans l'esprit nationaliste, tout le monde devait être impliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était en âge, on va dire, d'être scolarisé, on devait être déjà sensibilisé à cette lutte et impliqué. Donc, effectivement, c'est souvent des familles qui s'impliquent. Donc, ça peut être une mère, des enfants, etc. Mais il faut aussi, je pense que c'est aussi lié à des fonctionnements locaux. C'est-à-dire que les zones rurales, dans le fonctionnement même de ces zones-là aussi, il y avait des transmissions intergénérationnelles pour d'autres choses. Il y avait des groupes de femmes, etc. Donc, en fait, le mouvement nationaliste s'est servi de toutes les... Et ça qui est intéressant avec ce mouvement-là, c'est qu'il s'est servi de toutes les structures et les imaginaires locaux pour pouvoir s'implanter dans l'imaginaire des gens comme un mouvement politique désirable et comme un mouvement revendiquant un avenir désirable pour l'ensemble des populations. Donc, la question intergénérationnelle, c'est lié à ça, mais c'est lié aussi vraiment à des dynamiques très, très locales de comment il y avait des moments où, par exemple, en France, il y a quelque chose qui défraie tout le temps la colonie, c'est par exemple la non-mixité. Dans beaucoup de sociétés locales camerounaises, et je pense même africaines, la non-mixité entre femmes et hommes, c'est quelque chose qui fait partie de la culture. C'est-à-dire qu'il y a des moments de non-mixité et il y a des moments de mixité. Et ça n'a rien à voir avec le séparatisme ou quoi, c'est qu'il y a des moments où les femmes vont rester entre elles. Et dans ces moments de non-mixité, selon selon ce que ça concerne, on peut intégrer des plus jeunes ou ça peut être juste dédié aux personnes âgées, etc. Et donc, toutes ces dynamiques ont été au cœur aussi de la manière dont le mouvement nationaliste s'est implanté dans les zones rurales. Et pour les urbains, alors là, la présentation porte aujourd'hui sur les rurales, mais j'ai beaucoup plus étudié vraiment les femmes urbaines parce que c'est elles qui écrivaient souvent, qui laissaient des comptes rendus, etc. Et c'était intéressant parce qu'elles ont aussi cette approche intersectionnelle, pas comme juste une approche intersectionnelle qui va nous permettre de comprendre quels sont les problèmes, mais comme une approche intersectionnelle vraiment très active, libératrice. Donc, dans leur revendication, par exemple, c'est des femmes qui sont lettrées, c'est une infime minorité, hein, et donc qui sont souvent des institutrices ou des sages-femmes, parce que c'est les catégories auxquelles elles ont eu accès. Mais chaque fois qu'elles font des revendications, elles vont demander l'amélioration des conditions de vie concrètes des femmes des zones rurales. Elles vont demander l'amélioration des conditions de vie, par exemple, des femmes qui vendent dans les marchés. Elles vont demander que les marchés soient propres, qu'on arrête de harceler les vendeuses ambulantes. Elles vont demander la mise en place des structures de santé ou des écoles dans les zones rurales pour améliorer les conditions de vie. Donc, elles ont toujours vraiment cette vision, oui, on va dire intersectionnelle, qui est, on veut libérer le pays et ce qu'on veut, c'est que ce pays libéré, soit libéré dans les meilleures conditions possibles avec des populations qui soient formées, en fait, pour servir le pays. Thank you, Rose. It's fascinating, especially the intersectional vision and the basis to build this activism, this intergenerational activism. We have two questions. We have one coming from Facebook in English. Beyond just language, how has French and British colonization impacted the Cameroonian identity, specifically of women? Good question. I don't know. Je ne sais pas. Let me do it in French because I can be more precise. Je ne sais pas si ça a façonné les identités en tant que femme. En fait, ce qu'on retrouve au Cameroun, je pense, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les dynamiques anglophones, francophones par ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, depuis 2017, il y a une guerre dans la partie anglophone avec une minorité sécessionniste qui veulent se séparer de la majorité anglophone et donc créer un autre pays. Sachant que les zones anglophones, c'est 2 des 10 régions du Cameroun. Et pourquoi, en fait, cette guerre a éclaté? Parce que, à cause de la mauvaise gouvernance et du fait que les anglophones se sentent sous-représentés et méprisés parce qu'on est censé être bilingue et on est censé avoir tous les documents officiels bilingues. On est aussi censé avoir 2 sous-systèmes éducatifs
qui respectent chaque système. Alors, le système francophone doit respecter les règles francophones et issues notamment de la colonisation française. Et le sous-système anglophone, il respecte en fait les logiques du système britannique en quelque sorte. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Et donc, même en termes de justice, en fait, on avait la civil law et la common law. Donc, et le problème, c'est que la majorité francophone et les autorités, ce qu'elles ont fait, c'est que pendant des années, en fait, on a eu tendance parfois à ne pas traduire des documents officiels ou à mal les traduire, c'est-à-dire à prendre en francophone pour traduire ce qui n'était pas très correct. Il y a eu aussi ce que les avocats, notamment, qui ont commencé les mobilisations, reprochaient, c'était qu'on envoyait des juges de civil law dans les zones anglophones. Et donc, pour dire le droit, ça créait des situations assez difficiles. Des professeurs qu'on envoyait en zone anglophone qui n'étaient pas anglophones et qui ne parlaient pas vraiment anglais. Donc, il y a aussi la manière de gérer. Par exemple, moi, quand j'ai été faire mon travail de terrain, j'ai bien vu deux systèmes d'administration différents. C'est-à-dire que là où, au Cameroun francophone, pour avoir accès à des documents, c'est vraiment la croix et la bannière. Quand j'étais dans l'espace francophone, quand j'étais à Broya, en fait, comme je dis souvent, c'est là où j'ai su qu'on pouvait avoir, civil servant était quelque chose qui avait du sens. C'est-à-dire, j'arrivais dans un bureau, j'expliquais pourquoi j'étais là, on me donnait accès à ce à quoi j'avais droit. Et même comme ils savaient que je venais de loin, souvent ils me disaient, ah bon, on va essayer de vous ménager l'espace pour ça ou ça, même si ce n'est pas très régulier. Donc, il y a vraiment deux manières de penser, je ne sais pas si c'est le monde, mais en tout cas de se situer dans l'espace, en fait. Bon, pour les femmes, je ne sais pas si ça transforme leur identité, mais dans l'espace féministe, par exemple, ce que j'observe au Cameroun, comme d'ailleurs, si on fait la comparaison Afrique francophone et Afrique anglophone, c'est que l'espace féministe, notamment anglophone, va être beaucoup plus dynamique que l'espace francophone. Donc, voilà comment, en fait, cette double tutelle, double colonisation a structuré, en fait, on va dire, les identités globales, là où, en fait, par exemple, les francophones, on est complètement englués dans l'autoritarisme. Les anglophones ont, du coup, beaucoup plus de mal et vont beaucoup plus se distancer des logiques autoritaires et du système autoritaire dans lequel on vit au Cameroun. Donc, c'est vraiment pas tant juste spécifiquement les femmes que, en fait, la manière dont ça a organisé tous nos systèmes de pensée en tant que Camerounais et Camerounaises et comment on se situe par rapport au Cameroun. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Oui, non, c'est une réponse qui nous emmène dans plein de directions et qui mènerait à d'autres questions. But we have another question, and I see that the clock is turning, and so I just want to make sure that I ask the question before I go back to my own questions. We have a question from Greg, who says, "Thank you, Dr. Ndengue, for your presentation. You went over the history of colonialism in Cameroon. How do you see the multilingual rural history of feminism there influencing current feminist movements in Cameroon in the time of the Anglophone crisis?" OK. Wow. Ça, c'est une question très vaste. Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas assez de recul pour savoir comment ça a influencé, ce multilinguisme influence. Ce que je peux dire par rapport à cette question de la crise anglophone et des mouvements féministes au Cameroun, c'est que malheureusement, de mon point de vue, malheureusement, je trouve on ne se saisit pas assez de cette question en tant que femme de l'espace francophone et de l'espace anglophone ensemble. Je pense que quelque part, on a un peu laissé les femmes anglophones avec ce problème-là. Et moi, là où je m'interroge, c'est quel lien de confiance, en fait, peuvent être construits entre nous dans ce genre de situation. Ce qui est aussi intéressant sur cette crise anglophone d'un point de vue historique, c'est qu'en 1958, ce sont les femmes du côté anglophone qui ont permis que le Cameroun soit réunifié, que le Cameroun ait la forme qu'elle a aujourd'hui, parce qu'elles ont déclenché ce qu'on appelle l'enlou, qui est un mode local d'expression de colère des femmes,
Et quand elles ont déclenché ça, c'était à cause de certaines mesures coloniales, elles l'ont déclenché à la veille d'une élection et elles ont demandé aux personnes de voter pour le parti qui était pour la réunification. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le suffrage universel venait d'arriver du côté anglophone. C'était donc la première fois que les femmes allaient voter, ça allait être en janvier 59. Et donc, en 58-59, ces femmes ont pu changer l'histoire du Cameroun. Mais aujourd'hui, dans les années 2000, elles ont essayé de se mobiliser en usant plus ou moins des mêmes codes et ça n'a pas fonctionné pour mettre un terme à la crise anglophone. Donc, sur cette question-là du féminisme, je pense que c'est aussi comment on renouvelle, en tenant compte du contexte, comment on renouvelle les pratiques féministes pour pouvoir avoir des vrais rapports de pouvoir, des vrais leviers de pouvoir pour obtenir ce qu'on demande. Et je pense que là, actuellement, effectivement, ceux qui auraient eu du pouvoir, c'était si, quand ces femmes se sont levées, les fois elles se sont levées, si des femmes francophones s'étaient aussi levées en masse pour dire en soutien de nos sœurs, il faut que vous vous asseyez sur la table des négociations. Et je pense que pour l'instant, c'est ça qui n'est pas encore vraiment fait. Et surtout parce qu'au Cameroun, il y a une tentative aussi de dépolitisation. C'est-à-dire que dès qu'on commence à politiser une question, c'est-à-dire en politiser en termes de vouloir une réelle autonomie, ça finit comme on est dans un système autoritaire, ça se passe plutôt mal. Et donc, les initiatives qu'il y a actuellement sont des initiatives très dépolitisantes, du genre « Oh, les femmes veulent la paix ». Évidemment que les femmes veulent la paix, mais comment on construit un rapport de pouvoir auprès des autorités, à l'encontre des autorités et des sécessionnistes pour pouvoir vraiment leur imposer de s'asseoir sur la table. Ce n'est pas en faisant des conférences et en disant « Les femmes veulent la paix ». Très intéressant, cette question de dépolitisation. En effet, c'est fascinant. On a une autre question, et je vois que l'heure tourne, donc je vais me dépêcher de la lire. Yemisi nous dit « Thank you very much, Rose, for this excellent and enlightening presentation. Does this mean that Anglophone laws are more accessible to Francophones?" I think it's a reference to your previous question about the context. Anglophone laws are more accessible, but accessible in what kind? Est-ce que ça veut dire que les lois anglophones sont plus accessibles, ouvertes aux francophones, c'est ça? J'imagine, oui. Est-ce que les francophones, moi, la question que je me poserais en effet, c'est est-ce que les francophones, Yemisi says available to everyone. Donc, est-ce que les lois anglophones sont accessibles à tout le monde ou est-ce qu'il y a des régions qui sont sous les lois anglophones et d'autres qui sont sous les lois anglophones? Non, en fait, c'est les mêmes lois pour tout le monde, sauf que de ce que j'avais compris, c'est que quand on était anglophone, on pouvait décider d'être jugé sous la common law, ce qui était en vigueur dans l'espace anglophone. Et donc, si on était un francophone dans l'espace anglophone, on pouvait décider d'être jugé sous la common law. Mais ça ne crée pas des lois différentes. C'est, on va dire, comme des pratiques juridiques différentes, plus que des lois. C'est-à-dire que la loi est votée au Parlement, c'est la même loi pour tout le monde. Et c'est maintenant, quand on est face à la justice, qu'on pouvait choisir quel sous-système, en fait, aller. Et quand on était dans l'espace francophone, je pense que la plupart du temps, de toutes les façons, on était soumis à la civil law. Et dans l'espace anglophone, c'était plus la common law, sauf exception. Désolée, je parle toute seule. C'est vraiment intéressant. C'est compliqué aussi. Oui. C'est vraiment compliqué, mais c'est vraiment intéressant. Je vais regarder si on a une dernière question. Je crois qu'on a encore 1 minute et puis sinon, c'est à peu près tout. Donc, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres questions qui soient rentrées pendant qu'on parlait. Moi, j'ai une question supplémentaire, Rose. Your next project, what are you working on next? My book project. Can you say just a few words in 1 minute? C'est, en gros, d'écrire cet article-là, plus mes job talks l'année dernière ou il y a 2 ans, m'ont permis de comprendre comment je voulais relire les résultats de ma thèse. Et donc, l'idée, ce serait de les relire en croisant
subaltern studies, decolonial studies, and Black feminism. Et donc, je vais analyser là, du coup, toutes les dynamiques féminines et féministes au Cameroun entre les années 50 et les années et jusqu'à présent, parce que j'ai fait encore du terrain récemment, à l'aune de sous cette grille d'analyse-là pour essayer de comprendre comment, en gros, les mobilisations camerounaises, qu'on pourrait penser comme des mobilisations juste de camerounaises, en fait, éclairent aussi les dynamiques globales, résonnent avec les dynamiques globales, comment elles peuvent les enrichir aussi. Alors, on va attendre le livre avec impatience, qui, je pense, sera en français et ensuite traduit en anglais, j'imagine. J'espère. Ma chère Rose, merci beaucoup. Et maintenant, je vais repasser le micro à Mélanie. Hello, thank you again, Audrey PA, for taking the time to host today's lecture. And Professor Ndengue, thank you so much for spending this time with us today as well. Your presentation is extremely timely and thought-provoking, and we really appreciate you sharing your work with us. Also, I want to acknowledge and thank the interpretation team who supported today's lecture as well. And just quickly, before we say goodbye to our audience, we have one last question for you. Of course, we want to know how you rate your knowledge of today's topic following this very insightful discussion. The poll question should pop up on your screen now. Please take a second to answer that for us, if you don't mind. Thank you for responding. Wanted to let you know also that Scholars Hub will return in 2 weeks on Tuesday, March 7th with Matthew Busceme. He is the assistant professor of book publishing with his lecture titled The Future of Books, What and How You're Going to Read Tomorrow. And for more information on this and any other events, please visit our website at yorku.ca/alumni and friends. And finally, the alumni engagement team, we love to hear from you. Please feel free to send us suggestions and feedback via email to alumni@yorku.ca. And you could also find us on social media, Facebook, LinkedIn, and Instagram. Thank you and merci.